Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction. C'est une formule que nous avons répétée souvent dans cette émission, une escalade des tensions. Alors vous avez pu en constater sur le dossier nord-coréen, sur une guerre commerciale avec la Chine ou encore récemment sur la crise vénézuélienne. Vous l'aurez compris, le dénominateur commun à ces escalades, c'est l'Amérique de Trump, impliquée aujourd'hui dans un nouvel accès de fièvre avec l'Iran, un pays sur lequel il souhaite mettre une pression maximum. Mais alors à quoi jouent les États-Unis et nous dirigeons-nous inévitablement vers un affrontement? Ce sont les questions que nous posons aujourd'hui à nos invités. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Clément Terme, bonjour. Vous êtes avec nous par Skype. Vous êtes chercheur à l'Institut international d'études stratégiques et vous êtes basé au Bahreïn. Et puis nous sommes également en ligne avec le correspondant du Figaro à Washington, Philippe Gély. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors déjà un mot d'introduction, Georges. Où est-ce qu'on en est pour vous dans cette escalade des tensions? Est-ce que la situation continue d'empirer encore chaque jour? Non, je dirais qu'elle, en tout cas verbalement, elle n'empire pas. On a eu le guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui a dit qu'il n'y aurait ni guerre ni paix avec les États-Unis. Aux États-Unis, on a l'impression quand même que après les incidents, les vagues de sabotage contre les 4 tankers dans les eaux du Golfe, il y a eu une très grande prudence qui a été adoptée. Donc on est redescendu un petit peu. On est allé la semaine dernière assez haut à la fois, il y a eu quand même le déploiement du groupe aéronaval américain, puis après donc la riposte iranienne, probablement derrière ces actes de sabotage. Mais voilà, il y a eu aussi la décision américaine de retirer les personnels non essentiels en Irak. Ça veut dire que, voilà, on fait attention, chaque camp fait attention, en particulier les États-Unis, parce que on en parlera. Moi, c'est mon avis. La guerre est probablement n'arrivera pas, mais on n'est pas à l'abri d'un dérapage d'un côté comme de l'autre. C'est la question en tout cas qu'on vous pose sur Twitter. Redoutez-vous un affrontement entre l'Iran et les États-Unis? Hashtag Figaro Live, vous pouvez continuer à voter. On répondra aux résultats en fin d'émission. L'une des dernières déclarations de Donald Trump, c'était hier. Il était interrogé sur une info du New York Times qui révèle qu'un plan de mobilisation de 120 000 soldats américains serait sur la table. Concernant l'Iran, vous allez écouter la réponse du président américain. I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely. But we have not planned for that. Hopefully we're not going to have to plan for that. And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that. Ah oui, ça c'est sûr. Philippe, Georges vous va réagir. Philippe, Gély, qu'est-ce que vous faites de ce charabia trumpien? Et d'une manière plus générale, dans quelle direction vont les dernières déclarations de l'administration américaine? Les dernières déclarations vont dans tous les sens à la fois parce qu'il y a le président d'un côté, il y a ses conseillers de l'autre qui ne sont pas tout à fait sur la même page. Clairement, le président Trump parle de fake news, mais il est confirmé que le Pentagone, à la demande du conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a effectivement préparé des plans qui prévoient le déploiement dans la région. Il ne s'agit pas d'une force d'invasion de l'Iran, mais prévoit le déploiement dans la région potentiel de 100 000 à 120 000 hommes. Il faut se rappeler que 120 000 hommes, c'est évidemment pas assez pour envahir un pays comme l'Iran de 80 millions d'habitants. L'invasion de l'Irak en 2003 avait 4 000 djihadistes seulement. Donc on n'est pas non plus très très loin des chiffres historiquement utilisés par les États-Unis dans la région. On a quelques petits soucis de liaison avec vous, Philippe, mais effectivement, vous rappeliez que le nombre de soldats mobilisés en 2003, Georges, pour envahir l'Irak était dans ces eaux-là un peu supérieur même. Oui. Et ça a été insuffisant pour stabiliser l'Irak. Effectivement, avec les résultats qu'on connaît. À Téhéran, en tout cas, on dénonce bien sûr ces mises en garde et ces menaces américaines, mais vous en avez parlé d'ailleurs, Georges, à entendre l'ayatollah Khamenei, la guerre n'est pas en tout cas pour tout de suite. بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن. میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیستیم.
Clément Terme, qu'est-ce que vous faites de cette rhétorique de l'ayatollah Khamenei, bien différente, hein, bien sûr, de celle du président américain? Oui, tout à fait. Lui, le guide suprême, il est obligé de faire redescendre aussi cette escalade qui a eu lieu ces derniers jours, et notamment après les décisions américaines de ces derniers mois, hein, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire. Et il essaye de rassurer la population, en fait, finalement, en Iran, parce qu'il y avait une inquiétude, même si la priorité, c'est la crise économique, il y a quand même une inquiétude sur une possibilité de conflit, et les Iraniens n'en veulent pas, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la mémoire de la guerre Iran-Irak, qui avait fait des centaines de milliers de morts iraniens, est toujours très présente dans les mémoires. Ça date des années 80, donc ce sont les anciens combattants qui sont aujourd'hui au pouvoir à Téhéran. Et il y a aussi cette idée que la négociation n'est pas possible sous la pression, parce que les Iraniens, en tout cas le gouvernement iranien, n'est pas sûr du but ultime de la politique américaine, à savoir est-ce que c'est le changement de régime ou obtenir des concessions de la part de l'Iran pour régler de manière diplomatique les questions liées à la politique régionale. En tout cas, c'est clair que ce qui a accru la pression sur l'Iran, c'est le changement de focus de la politique extérieure américaine. À l'époque d'Obama, on était sur un focus sur le nucléaire, et aujourd'hui, on est sur un focus sur la politique régionale de l'Iran et le réseau d'influence de l'Iran au Moyen-Orient. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait une réponse iranienne. Et voilà, donc ça crée un climat de tension dans la région qui est assez susceptible de dégénérer, même si personne ne veut la guerre. Merci. Effectivement, on va s'interroger pendant toute cette émission sur les intentions américaines. Quelques commentaires déjà que je souhaiterais vous lire. Commentez cette émission sur lefigaro.fr, sur Facebook. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Papang nous dit « Il n'y a pas que le climat qui se réchauffe et celui-là, il est plus près de nous. Seuls les humains peuvent diriger du bon ou du mauvais sens de cette situation. » JC qui nous dit « Trump, le Pacifique qui aurait remporté l'élection face à Clinton, la va-t-en-guerre, va-t-il déclencher la Troisième Guerre mondiale ?» Et Lynn qui répond « En cas de guerre avec l'Iran, les USA savent bien qu'ils perdraient un bras. Le détroit d'Ormuz sera coupé plusieurs mois, ce qui plombera l'économie américaine. Les Iraniens se battront tous unis. Ce n'est pas comme l'Irak de Saddam Hussein. Les Perses sont plus difficiles à vaincre. » Georges, un mot là-dessus. Effectivement, on a l'impression que les Américains veulent pousser à la faute les Iraniens, et ça rappelle un petit peu cette invasion américaine en Irak en 2003. Oui, mais je ne sais pas si la comparaison est juste, parce que il n'y aura pas de guerre frontale entre les Américains et les Iraniens. Ni l'un ni l'autre ne le souhaitent. Les Américains ont la capacité d'infliger de gros dégâts aux Iraniens, donc les Iraniens le savent, mais les Iraniens, par leur stratégie de guérilla navale mise en place dans le détroit d'Ormuz, ont la capacité d'infliger des dégâts aussi aux Américains. Simplement, ce qui peut se passer, s'il y a encore une montée des tensions, c'est la réponse iranienne, elle est très connue. C'est une réponse asymétrique. C'est toujours par le biais de ce qu'on appelle des proxys, des relais, en Irak, en Syrie, au Yémen, de frapper des intérêts américains. C'est ce qui explique d'ailleurs la décision américaine de retirer leur personnel non indispensable. Il faut rappeler et je pense qu'un des terrains sur lesquels à la fois les Iraniens ont de l'expérience et sont efficaces, si je puis dire, c'est l'Irak. Entre 2003 et 2012, il y a eu, d'après les chiffres du Pentagone, plus de 600 soldats américains qui ont été tués par des miliciens irakiens pro-iraniens à la suite d'utilisation d'armes, d'explosifs dont la signature est clairement iranienne. Et donc, voilà, c'est ce vers quoi on risque de s'acheminer, vers une montée des tensions en Irak, au Yémen peut-être, on l'a vu aussi via les Houthis qui ont riposté en attaquant un pipeline saoudien, plus que vers un affrontement direct dont personne ne veut. Et ce qui participe aussi de cette montée des tensions, c'est cette stratégie de sanctions de la part de l'administration américaine. Vous allez écouter d'ailleurs le président américain qui s'enorgueillit des difficultés de l'économie iranienne et qui affirme vouloir simplement s'asseoir à la table des négociations. Their economy is a mess ever since I took away the Iran deal. They have inflation that's the highest number I've ever heard. They're having riots every weekend and during the week even. And what they should be doing is calling me up, sitting down, we can make a deal, a fair deal. We just don't want them to have nuclear weapons, not too much to ask. And we would help put them back into great shape. Avant de rentrer dans le détail, un mot quand même, Philippe Gély, sur cette sévérité de Donald Trump, du régime, de l'administration américaine face au régime iranien.
que l'on peut comparer avec une certaine complaisance vis-à-vis, par exemple, de Kim Jong-un, alors que dans les deux cas, il s'agit d'empêcher des puissances d'acquérir une puissance, une arme nucléaire. Ce sont des commentaires que l'on retrouve souvent sur le Figaro. Et comment est-ce que vous percevez cette différence d'attitude? On n'est simplement pas sur la même phase de la crise avec la Corée du Nord et l'Iran. Il faut se rappeler du vocabulaire extrêmement agressif de Donald Trump en 2016 et en 2017 vis-à-vis de la Corée du Nord. Il applique à l'Iran, grosso modo, la même méthode qu'à la Corée du Nord, c'est-à-dire des menaces, des pressions extrêmement fortes, etc. Le but de Trump, c'est de marquer des points, de marquer des victoires. Et pour ça, il utilise une méthode qui est toujours la même, qui est en fait une espèce de diplomatie de crise. Il aggrave la crise et ensuite, il tend la main pour négocier. Et ce qui est intéressant dans la déclaration qu'on vient d'entendre, c'est qu'ils disent les Iraniens devraient m'appeler. On peut faire un deal, je vais même les aider, je suis impatient de les aider. Ce n'est pas du tout, évidemment, le discours qu'on entend dans l'entourage de Trump, et c'est là où est le problème côté américain. On a d'un côté John Bolton, encore une fois, conseiller à la sécurité nationale, qui est un partisan avéré du changement de régime à Téhéran, et qui avait écrit une chronique dans le New York Times en 2015 intitulée « Pour arrêter l'Iran, bombarder l'Iran ». On a d'autre part Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui, à peine arrivé dans ses fonctions en mai 2018, avait prononcé un discours sur l'Iran dans lequel il demandait un changement de comportement tellement profond qu'il revient quasiment à un changement de régime en énumérant 12 conditions. Et puis on a un président qui veut, lui, simplement marquer une victoire, obtenir une victoire, passer un deal avec les Iraniens, montrer qu'il a déchiré un accord qui était mauvais par définition, puisque c'était son prédécesseur qui l'avait négocié, et lui, il va faire mieux. Merci Philippe pour ces précisions. Je vous donne la parole dans une seconde, Georges, mais effectivement, d'abord pour illustrer ce que vous venez de dire, Philippe, on va entendre, on devait l'entendre un peu plus tard, mais c'est important de l'entendre, John Bolton, le conseiller à la sécurité du président américain. Vous allez l'entendre en 2007, juste avant qu'il prenne ses fonctions, et vous allez le voir, il était déjà très à l'offensive sur l'Iran. I have said for over 10 years since coming to these events that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the mullahs regime in Tehran. The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. Vous venez d'entendre l'un des hommes à la manœuvre dans ce dossier, proche de Donald Trump, bien sûr. Georges, vous voyez vouloir réagir par rapport aux intentions de Trump. Ce qu'a dit Donald Trump est tout à fait exact. L'inflation est repartie à la hausse, alors que c'était un acquis de Rouhani. Il y a des manifestations régulièrement. Et donc, en disant ça, je veux négocier, il s'adresse au guide suprême Ali Khamenei, qui aujourd'hui est pris entre deux feux. Il y a ceux qui lui disent, eh bien, il faut en réponse à Donald Trump qui a déchiré cet accord, il faut que nous-mêmes nous déchirions cet accord, il faut dénoncer le protocole additionnel, donc une espèce de, comme ça, de voie de rupture. Et puis il y a ceux qui lui disent, des plus modérés, il faut attendre, au contraire, soyons patients, attendons notamment la future élection américaine de 2020. L'Iran pourra attendre et pourra encore subir des sanctions un an et demi, mais compte tenu de la situation économique qui est désastreuse, c'est vrai que s'il y a une réélection de Donald Trump en 2020, pour l'Iran, ce sera très très difficile. Et donc, il y a en Iran, moi je l'ai écouté, je l'ai entendu de mes propres oreilles, lorsque je suis allé en juillet dernier, des gens, des durs du régime qui disent, in fine, si on est acculé, on devra négocier avec les États-Unis. Et ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu, c'est que l'Iran est en train d'essayer de mettre le plus de cartes dans son jeu pour peut-être à la fin, effectivement, négocier. Ça paraît assez surprenant quand on a d'un côté Donald Trump, de l'autre côté Ali Khamenei, mais le pouvoir iranien est aussi un pouvoir qui est pragmatique. Et donc, si sa survie en dépend, je n'exclurai pas qu'il y ait tôt ou tard des négociations. Et c'est en tout cas ce que demande Donald Trump. Clément Terme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur d'ailleurs ces dernières sanctions qui viennent d'être renforcées et selon vous, à quel point cela va affaiblir l'économie, le régime iranien et à quel point cela peut les conduire à être obligés de négocier?
D'abord, un point sur le discours de Donald Trump, il y a une erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, il n'y a pas de lien entre la politique américaine et le fait qu'il y ait des manifestations en Iran. Il y a des manifestations en Iran depuis la fin des années 90, notamment à la résidence universitaire des étudiants en 99. Il y a eu des manifestations ces derniers jours à l'université de Téhéran. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a 20 ans, il y avait déjà des manifestations et Donald Trump n'était pas là. En 2009, il y a eu le mouvement vert, donc la classe moyenne s'est soulevée contre la République islamique et c'était à l'époque d'Obama. Donc je pense au contraire que la politique de Donald Trump va empêcher les forces de la société civile iranienne, les combattantes des droits des femmes, ceux qui se battent pour les minorités, ceux qui souhaitent défendre les droits des travailleurs, les syndicats, tout ça, toutes ces sanctions américaines, toute cette récupération américaine dans le discours de changement de régime, met les gens qu'ils prétendent défendre en danger. Et en plus, créer un sentiment d'insécurité au niveau des autorités de la République islamique qui ne les pousse pas à négocier. À court terme, à long terme, je partage l'analyse de Georges Malbruno. Je pense qu'il peut y avoir des négociations si la survie du régime est en jeu. Mais à court terme, au contraire, il y a ce qu'on appelle le complexe obsidonial de la République islamique qui se nourrit de l'hostilité extérieure pour réprimer encore plus sa population. Donc oui, on aura une récession massive, on a des effets très négatifs des sanctions, mais l'objectif affiché par les sanctions, qui est le changement de comportement, voire avec John Bolton, le changement de régime, à mon avis, à court terme, sera difficile à atteindre. Ce qui est intéressant, c'est que dans la région, ceux qui défendaient la politique extérieure des États-Unis sont en train de changer, puisque aujourd'hui, vu du Bahreïn, vu des Émirats arabes unis, ce qui est le plus dangereux n'est plus le réseau d'influence des gardiens de la révolution, mais une possible guerre entre l'Iran et les États-Unis, et les premières victimes seront sur l'autre rive du Golfe Persique. Donc très clairement, il y a des effets très négatifs à la politique américaine et qui sont très loin des objectifs affichés, de l'optimisme affiché par le président des États-Unis. On va parler en fin d'émission de cette régionalisation aussi de ce conflit et de comment tout cela pourrait arriver. Je voulais aussi, donc on parlait à l'instant des manifestations qu'il y avait à Téhéran. On peut vous montrer d'ailleurs quelques images d'une manifestation à Téhéran vendredi dernier, c'était après la prière. Manifestation contre les États-Unis en faveur de la décision de l'Iran de ne plus mettre en œuvre certains engagements pris dans l'accord sur le nucléaire. Tout cela en réaction aux propos de l'administration américaine et aux nouvelles sanctions. Clément Terme, tout cela aussi dans un contexte où l'Iran semble jouer le jeu sur l'accord nucléaire de 2015. C'est en tout cas ce que répète l'Agence internationale de l'énergie atomique à longueur de rapport. Oui, encore quelques semaines, mais il y a des décisions qui ont été prises par l'Iran qui vont dans le sens quand même d'une pression accrue sur les autres partenaires de l'accord sur le nucléaire, à savoir l'Europe, la Russie et la Chine. Donc je pense que si l'Iran ne peut pas exporter de pétrole au cours des prochains mois vers ses clients traditionnels, l'Iran risque d'avoir plus d'intérêt économique à rester dans l'accord. Donc il y a aussi le non-respect de l'accord par les États-Unis, le non-respect de l'accord par l'Europe, qui ne remplit pas sa part du contrat au niveau économique, et le mécanisme INSTEX qui ne fonctionne pas. Donc là, il y a vraiment un problème pour l'Iran de ne pas se retrouver tout seul et en même temps d'exercer une pression sur les autres partenaires qui restent dans l'accord. Donc c'est un équilibre difficile à trouver, c'est pourquoi l'Iran a évoqué l'article 26 et 36 de l'accord sur le nucléaire pour diminuer ses engagements. Ça fait des mois qu'il menaçait les Occidentaux, c'est ce qu'on appelle en anglais less for less, moins pour moins. Donc vous faites moins bénéficier l'Iran économiquement de l'accord et nous allons moins respecter l'accord. Alors jusqu'où ce moins pour moins va aller, c'est ça la question. Et jusqu'où, par exemple, en France, on va accepter ces entraves à l'accord de l'Iran dans les prochains mois, ça c'est une question qui reste ouverte. Le risque pour l'Iran, c'est d'arriver à la constitution d'un front uni et de faire que les Européens, les Russes et les Chinois se rapprochent de l'administration Trump et que finalement ils se retrouvent esselés sur la scène internationale encore plus qu'ils ne l'est aujourd'hui. Quelques questions. Vous êtes nombreux à commenter sur le Figaro.fr, sur Facebook. Louise, François nous pose des questions. Vincent aussi. L'enjeu de l'Occident est la maîtrise totale du pétrole. C'est une question qu'il pose. Georges. Non. À quel point le pétrole est un enjeu ici en fait, Non, il y a la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, mais on n'est plus en 1973. Non, l'enjeu, c'est effectivement à la fois préserver l'accord nucléaire et puis essayer d'arriver à compléter cet accord en y incluant d'autres composantes sur les missiles balistiques, le comportement du régime, l'ingérence du régime au Moyen-Orient. C'est ça le véritable enjeu. Donc voilà.
sur le risque d'un affrontement qui est réel ou non. On le disait, peut-être pas un affrontement justement non, frontal, pas direct, mais dérapage. Voilà, dérapage parce que l'Iran a mis au point dans les eaux du Golfe une stratégie de guérilla maritime extrêmement efficace que les militaires européens connaissent, etc., avec des petits bateaux, des vedettes rapides suicides, avec du mouillage de mines, avec des missiles terre-mer qui sont prépositionnés sur leurs côtes. Ça fait quand même 10 ans que l'Iran prépare tout ça parce qu'il y a une menace qui est contre elle. Et un contexte extrêmement tendu qui peut, vous le disiez, déclencher des dérapages. Et c'est bien l'inquiétude du ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt, qui s'exprimait il y a quelques jours à Bruxelles. We are very worried about the risk of a conflict happening by accident, with an escalation that is unintended really on either side, but ends with some kind of conflict. Voilà, effectivement, donc pas forcément un risque d'invasion, mais un affrontement, un conflit à cause d'un dérapage, d'un accrochage. Philippe, il faut quand même revenir encore d'un mot sur cette info du New York Times qui a fait beaucoup de bruit quand même, cette option militaire de 120 000 hommes, vous l'avez rappelé, dans des proportions à peu près similaires à l'invasion de l'Irak en 2003. Est-ce que pour vous, de ce que vous percevez à Washington aussi, auprès des experts que vous interrogez, auprès de vos confrères, est-ce que vous sentez qu'il y a la possibilité d'un affrontement et d'un dérapage, comme on vient de le dire ? La possibilité d'un dérapage existe clairement, comme le disait Georges. Personne ne veut vraiment une guerre frontale, mais Donald Trump n'est pas du tout quelqu'un, je veux dire, qui a envie d'envahir l'Iran. C'est un président qui a commencé dès le début de son mandat à réduire la présence militaire américaine au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Ça n'est pas pour se lancer à la légère dans une guerre frontale avec l'Iran. Par contre, le risque d'un dérapage est clairement là. Il faut noter que, selon certaines sources à la Maison-Blanche, le président n'est pas très content des dernières initiatives de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Il est clair que le plan du Pentagone et cette affaire de plan d'envoyer 120 000 hommes, qui n'est pas avalisé par le président à ce stade, c'est clairement le résultat d'une initiative de Bolton. Du coup, au Congrès, ici à Washington, les démocrates, mais aussi les républicains, sont extrêmement inquiets. Il y a des initiatives pour, par exemple, empêcher le président de déclencher un conflit avec l'Iran sans passer par le Congrès. Bon, aujourd'hui, ce jeudi, un briefing est prévu, un briefing secret avec les responsables des commissions des affaires étrangères au Sénat. Il est question notamment de montrer aux élus sur quelles informations, puisqu'il y a de prétendus renseignements donnés aux Américains selon lesquels les Iraniens préparaient des attaques contre les intérêts américains dans la région. Les élus ici veulent savoir maintenant sur quoi reposent ces prétendues menaces, ce qui les étaye. Il est question notamment, comme le disait Georges, des vedettes rapides d'attaque sur lesquelles auraient été montés récemment des missiles pour attaquer des bateaux américains. Mais les élus du Congrès sont très vigilants à Washington. Et alors, un mot maintenant sur cette régionalisation des conflits, l'importance des acteurs qui ne sont pas l'Iran, mais qui sont l'Arabie Saoudite, Israël. Par exemple, Clément Terme, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot pour le coup, Israël et l'Arabie Saoudite qui se retrouvent avec cet ennemi commun qui est l'Iran ? Oui, mais alors je pense que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont beaucoup de choses en commun. Donc je vois la comparaison s'arrête à la dimension tactique. Sur le plan du long terme, je pense qu'il y aura une réconciliation à long terme entre la République islamique d'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais conjoncturellement, il y a cette rivalité, notamment qui s'est exacerbée après la guerre d'Irak en 2003 et les printemps arabes de 2011. Maintenant, je pense que la question pour les pays de la région, c'est est-ce que l'administration Trump va provoquer un nouveau conflit dans la région qui aura des répercussions régionales et qui menacera la prospérité économique du Golfe? Et donc là, je pense que quand on touche à cette question économique, notamment pétrolière, avec cette réaction des Houthis et cette capacité de la guerre du Yémen à conduire à une escalade entre l'Arabie pour l'instant et les Houthis, je pense que tout le monde va faire bien attention à ne pas impliquer l'Iran. On voit que le ministre d'État des Émirats arabes unis
a dit qu'il ne voulait pas suivre l'expertise américaine pour l'instant, que certains officiers américains qui accusent l'Iran, et qui, au contraire, il insiste sur l'enquête émirati en disant nous sommes de la région et nous allons définir avec précision qui sont les responsables de ces derniers sabotages, notamment aux Émirats arabes unis. Et donc là, on voit quand même un sentiment d'apaisement aussi de ce côté du Golfe Persique, une modération, parce que la prospérité économique est liée à la stabilité de la région. Et à partir du moment où il y a une menace que fait peser John Bolton sur la sécurité de la région, je pense qu'à ce moment-là, le réseau d'influence de l'Iran, qui était l'objet de l'obsession israélo-saoudienne, si vous voulez, passe au second plan pour le moment. Après, bien sûr que l'inquiétude demeure sur les intentions de l'Iran et le fait qu'il est très difficile de savoir qui décide en Iran pour la politique régionale, puisque, comme on l'a dit pour les États-Unis, il y a plusieurs positions en Iran aussi sur le même sujet. Le ministre des Affaires étrangères, M. Zarif, était surpris, par exemple, par l'attaque des Houthis. Il semblerait que d'autres factions à Téhéran soient favorables à une réaction plus musclée dans la région. Donc là aussi, ces contradictions internes à l'Iran font peser un risque aussi pour les voisins qui s'inquiètent de l'absence de clarté de la politique et des intentions iraniennes dans le Golfe. Georges Mabruno. Oui, là, je crois qu'il faut distinguer deux types de pays. Vous avez effectivement les Émirats arabes unis, Dubaï, Abu Dhabi, mais Dubaï qui accueillera l'année prochaine l'exposition universelle. L'économie de Dubaï marche mal. 400 000 Iraniens vivent à Dubaï, beaucoup sont partis. Donc les Émirats n'ont pas intérêt à avoir une guerre ou ne serait-ce même qu'un dérapage sur leurs frontières maritimes. L'Arabie saoudite et Israël, eux, ne sont pas sur cette même logique. Ils sont sur une logique d'aller très vite et de profiter de la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche jusqu'à certainement novembre 2020 pour engranger sur cette politique franchement hostile à l'égard de l'Iran. Et c'est vrai que cette date de décembre 2020, tout le monde la regarde un petit peu, aussi bien les Israéliens et les Saoudiens qui se disent il faut qu'on tire parti le plus rapidement possible de la présence aux États-Unis de quelqu'un qu'on peut influencer, et parallèlement aussi en Iran, eh bien, cette date de 2020, elle est scrutée avec attention, comme je vous disais, parce qu'il y a ceux qui disent patientons. En 2020, en novembre 2020, Donald Trump sera peut-être loin d'avoir perdu l'élection de 2020. C'est ça le problème. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'on est dans une année qui va être quand même assez lourde de danger, parce qu'il y a une volonté chez beaucoup d'acteurs de profiter de cette posture entre guillemets guerrière de Donald Trump, notamment l'Arabie Saoudite et Israël. On a une question intéressante de François. Qu'en est-il des risques actuels entre le Hezbollah et les Israéliens par rapport à cette crise? Parce qu'effectivement, il y a une donne qui a peut-être changé depuis cet accord de 2015, c'est qu'il y a désormais un arc chiite qui s'est consolidé et qui, effectivement, met le Hezbollah aux portes d'Israël. Effectivement, le Hezbollah, depuis sa dernière guerre face à Israël en 2006, a acquis encore plus de missiles, donc a une capacité de dissuasion, de dissuader Israël d'engager un conflit qui est bien supérieure à celle de 2006. Moi, je ne crois pas que le Hezbollah, qui est un acteur rationnel, comme les Israéliens aussi, se lance dans une guerre. Simplement, on n'est plus justement en 2006. Avec la guerre en Syrie, avec en Irak la présence de centres de missiles gérés par des milices irakiennes mais pro-iraniennes, eh bien vous avez une profondeur stratégique, et un prochain conflit entre Israël et le Hezbollah n'impliquera pas uniquement, comme en 2006, l'État hébreu et le Hezbollah, mais il impliquera la Syrie, parce qu'il y a en Syrie, on le sait, des bases iraniennes qui sont faites pour cela. Il y a en Irak aussi des bases iraniennes faites pour cela. Donc oui, pas de guerre dans l'immédiat, mais ceux qui pensent qu'il pourrait y en avoir une à moyen terme, Iraniens, Hezbollah, etc., se préparent. Donc, et encore une fois, donc on est dans ce nouveau Moyen-Orient où vous avez effectivement ce qu'eux appellent l'axe de la résistance, anti-américain, anti-saoudien, etc., et qui se construit, et donc qui pose un problème. Encore 2 ou 3 commentaires. Alors Alex s'insurge et nous dit quelle poudrière cet endroit, et on va comme d'habitude nous Européens rester spectateurs et se ramasser tous les mauvais effets collatéraux. Et peut-être que Philippe, vous pouvez répondre à notre internaute Vincent en plein désarroi qui nous dit: je croyais que Trump voulait se retirer du Moyen-Orient. Qui comprend, Philippe, quelle grille de lecture vous avez aujourd'hui de la politique étrangère américaine? C'est vrai qu'on était habitué à un certain désengagement de l'Amérique sur certains fronts, par exemple la Syrie, et puis au contraire, on observe depuis quelques mois, quelques temps maintenant, une agressivité assez concentrée sur l'Iran et le Venezuela, par exemple.
Oui, parce que la méthode Trump, c'est encore une fois, c'est la méthode de crise, c'est-à-dire mettre l'adversaire à genoux, entre guillemets, pour l'amener à négocier en position de faiblesse. Ça, c'est l'objectif de Donald Trump. Donald Trump n'a absolument pas l'objectif ou l'intention de laisser comme héritage de sa politique étrangère une guerre avec l'Iran. Ça, c'est clair. Donc, je ne crois pas du tout. Je crois que s'il le faut, il lèvera le pied sur les menaces, et d'ailleurs, il a commencé à le faire. Je crois que l'une des déclarations les plus importantes de la semaine, en parallèle de tout ce que vous avez décrit, de l'envoi d'un porte-avions, d'une escadre, et toute cette démonstration de force, la déclaration la plus importante, c'est quand même que le président américain dise au guide suprême iranien « téléphonez-moi ». C'est ça le but de Donald Trump. Le but de Donald Trump, c'est de marquer un point, une victoire à l'international avec un accord avec les Iraniens. Et il croit, parce qu'il connaît assez mal la région, que la méthode appliquée à la Corée du Nord va parfaitement fonctionner avec tout le monde. D'une part, à cause, lorsque les États-Unis déploient leur puissance sous forme de sanctions, sous forme de menaces militaires et sous forme diplomatique en déchirant un accord nucléaire. Le cavalier seul américain, c'est la manière de Trump de démontrer la puissance américaine avec laquelle personne ne peut rivaliser, et par conséquent d'amener l'interlocuteur et l'adversaire à négocier dans la position où on souhaite qu'il puisse négocier. Merci beaucoup Philippe. Vous venez aussi de répondre à Louise qui nous demandait si Trump met la pression comme avec la Corée. Effectivement, c'est ce que vous venez de décrire Philippe, une stratégie de la diplomatie de crise. On va enfin répondre à ce sondage Figaro que l'on vous demandait depuis quelques heures. Redoutez-vous un affrontement entre l'Iran et les États-Unis? Vous êtes 64% à nous dire non. Un dernier mot pour résumer. Georges, effectivement, le mot est peut-être justement important à choisir entre guerre, on n'y croit pas forcément. En tout cas, par contre, un dérapage ou un début d'affrontement possible, là, il y a une possibilité. Oui, parce que vous avez, Philippe l'a décrit, il y a John Bolton sur la droite de Donald Trump qui est dans cette posture va-t-en-guerre. Et puis, les faucons, en Iran, eh bien, ça n'est pas le bon et brave Javad Zarif qui définit la politique extérieure, en tout cas la politique d'ingérence iranienne dans les pays arabes. C'est les gardiens de la révolution, c'est la force Al-Quds, c'est le guide suprême. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un dérapage, qu'il y ait des drones iraniens qui surveillent un peu trop proche, un peu trop près un navire de guerre américain dans le Golfe. Jusqu'à présent, Clément pourrait nous le confirmer, mais les sources militaires, y compris françaises, qui sont dans cette région, nous disaient, ces dernières années, il y avait une espèce de un grand professionnalisme. Les deux marines se regardaient en chien de faïence, mais connaissaient les lignes rouges, les Américains savaient que les Iraniens n'approcheraient pas trop, etc. Il y avait un respect. Aujourd'hui, ces lignes rouges, elles sont un petit peu battues en brèche, et c'est ce qui rend la situation potentiellement dangereuse. Merci beaucoup Georges Malbruno d'avoir été sur notre plateau. Merci infiniment à Clément Terme qui était en direct avec nous depuis Bahreïn. Philippe Gély, merci d'avoir été avec nous. On retrouve aussi votre page aujourd'hui dans le Figaro consacrée à Robert Mueller, l'une des autres affaires qui occupe Donald Trump ces jours-ci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission.